Nous étions sur l'esplanade de Conakry le 25 août 1958, depuis 15 heures de l'après-midi. Une pluie fine et tenace enveloppait la ville. Comme à Waterloo, il pleuvait sans cesse, dira plus tard un journaliste. De l'aéroport au palais de la présidence, sur les deux côtés de la route, une population extrêmement dense attendait, chantant et riant dans une discipline impeccable. Dans les maisons, il ne devait rester que les vieillards et des infirmes. Conakry connaîtra-t-elle jamais un jour d'une telle affluence de monde massé sur près de 20 kilomètres en rang compact? Nous étions à l'aéroport avec tous les cadres, avec tous les camarades. Sur les visages de nos amis, de tous nos camarades, de tous les vieux compagnons de la grande lutte, le même masque se dessinait. Un masque de calme, de décision, de dignité et aussi d'émotion. De cette émotion qui prélude l'éveil des grands choix, les destinées des peuples. Le sous-père de ces six de l'UAT, aux commandes duquel se trouvait le commandant Eboué, s'était posé sur le sol guinéen, déversant comme des diables sortant de leur boîte 65 journalistes, reporters, cinéastes, qui prenaient d'assaut immédiatement le hall de l'aéroport, pendant que d'autres fonçaient à toute allure vers la ville. Minute solennelle. Le super stalinaire d'Air France, dans lequel avait pris place le général et sa suite, après une impeccable prise de terrain, se posait au sol et venait se ranger sur le parking réservé à cet effet. Ils étaient tous là, les grands acteurs du 25 août 1958. Le président Sékou Touré, vêtu d'un boubou blanc africain étincelant, souriant, décontracté, calme. À ses côtés, il y avait le président de l'Assemblée territoriale, le camarade Saïfoulaye Diallo, et tous les membres du gouvernement de la loi 4. Le général de Gaulle, visiblement touché par la grandeur de la réception et surtout la parfaite organisation de la population de Conakry en liesse, saluait. Comme à Tananarive, comme à Brazzaville, comme à Abidjan, les jeux étaient-ils déjà faits ici aussi? Le ministre de la France d'Outre-mer, Corny Gentil, ancien gouverneur général de l'AOF, souriait, détendu, heureux de cette première prise de contact. Le haut-commissaire, Pierre Mesmer, serrait des mains et saluait gentiment. Seul, le gouverneur de la Guinée, M. Mauberna, était anxieux, peu rassuré de cet enthousiasme spontané de la population de Conakry qui l'a toujours dérouté. Elle était là aussi, l'armée française, l'armée sur les dents, au plus grand complet, avec ses chars, ses avions sillonnant le ciel, avec tout son potentiel de guerre, dans une attitude de guerre et de défi à jamais égalé pour une simple réception.
Après l'hymne et la revue des troupes, les présidents de Gaulle et Sékou Touré, dans une voiture découverte, quittaient l'aéroport pour la ville, entre deux haies compactes d'une population en délire, des grappes humaines accrochées aux maisons, aux arbres. Le général, visiblement ému, levait les bras en l'air et tout doucement disait « Merci, merci ». Le président Sékou Touré saluait aussi, mais avec ce sourire qu'il ne quittera pas. Seul, le gouverneur Maubernat, l'air gêné et détaché, semblait vivre une autre réception. Et vraiment, nous ne pouvons résister à la tentation de vous faire écouter ce que disait cet autre journaliste qui faisait son reportage sur la réception de Conakry. Ici, Yves Courrière qui vous parle de Conakry en Guinée. Conakry accueille aujourd'hui le général de Gaulle, encore mieux si c'est possible que Brazzaville ou Abidjan, mais avec des torrents d'eau à l'arrivée à l'aérodrome. L'enthousiasme vraisemblable dont seule la population africaine est capable atteint aujourd'hui son paroxysme, mais un paroxysme raisonnable. Partout sur l'aérodrome, le long de la route qu'emprunte le cortège, ce n'est que cris denses rythmés par le tam-tam et le xylophone en bois, et partout le chant du RDA que vous entendez en ce moment en bruit de fond. Basilo, basilolé, cela veut dire l'éléphant est entré. L'éléphant, c'est l'emblème du RDA, le parti politique RDA, qui est le plus grand et qui est le plus fort en Guinée. Le général de Gaulle, dans sa voiture décapotable, ne sait plus où donner de la tête. Lorsqu'il salue amicalement à droite, les cris redoublent à gauche. Jamais je n'aurais cru humainement possible un tel accueil. Sur le perron de l'Assemblée territoriale, le président Saïfoulaye Diallo recevait ses hôtes et les précédait dans la salle où, dans quelques minutes, allaient retentir deux discours qui allaient entrer et prendre place dans l'histoire des peuples et des nations. La salle de l'Assemblée était devenue trop petite pour contenir les privilégiés du jour qui avaient eu la chance d'avoir une place. Dans la rue, des dizaines de haut-parleurs étaient mis en place. Sur l'estrade avait pris place du côté français le général de Gaulle, le ministre Pierre Corny-Gentil, le haut-commissaire Pierre Mesmer, l'aide de camp Bonneval, le gouverneur Maubernat. Du côté guinéen, les présidents Sékou Touré et Saïfoulaye Diallo. 3 discours seront prononcés, d'abord celui du président Saïfoulaye Diallo. Au président du Conseil du gouvernement de la République française, au nom de l'Assemblée territoriale, du Conseil de gouvernement et du peuple du pays, nous nous des choix. Le devoir de souhaiter au président du Conseil du gouvernement de la République française et aux autres personnalités de la République royale la bienvenue en Guinée et un bon séjour parmi nous. Nous vous souhaitons la bienvenue avec un plaisir contenu, mais réel, réjoui et heureux à la fois de ce que les atténuements et les confusions vont enfin faire place aux décisions rapides et sans équivoque. Nous vous accueillons aussi avec émotion, parce que nous réalisons parfaitement que nous franchissons une étape capitale de notre histoire, un mouvement décisif dans nos relations avec la France. Le long périple que vous avez bien voulu entreprendre à travers l'Afrique à un moment où tant de préoccupations et tant de problèmes devraient vous retenir à Paris, prouve à nos yeux à la face du monde votre détermination d'en finir avec la politique d'hésitation, de résistance et de tâtonnement. Ce voyage indique aussi votre volonté d'apporter une solution claire et définitive au rapport nouveau entre la France et ses anciennes colonies. Nous voudrions nous affirmer ici avec force
que l'Assemblée territoriale et le Conseil de gouvernement de la Guinée, fort de l'appui sans réserve des masses populaires et de la confiance totale de l'écrasante majorité des populations guinéennes, et en parfaite identité de vue, mesure toute la gravité de cette heure où se joue le destin de l'Afrique. Ils ont aussi conscience de l'importance de l'option à faire. C'est donc, en toute connaissance de cause, qu'ils vont, comme toujours, prendre toutes leurs responsabilités devant l'histoire appelée à les juger. Monsieur le Président du Conseil, vous avez devant vous des patriotes résolus à travailler pour le bien-être matériel et moral de leur patrie africaine. Nous sommes très à l'aise dans cette position, persuadés d'avance d'être bien compris par notre hôte, le général de Gaulle, le fervent patriote, l'homme qui incarna et anima la résistance française contre l'Allemagne victorieuse, enfin, l'homme des mieux indiqués pour réaliser et admettre que d'autres puissent éprouver sur leur pays, leur patrie, les mêmes sentiments que M. le Président du Conseil du gouvernement de la République éprouve lui-même vis-à-vis de la France. Loin d'être un élément de discorde, nos patriotismes respectifs constituent plutôt le plus sûr garant des rapprochements et des attachements durables, le facteur encourageant d'une alliance sincère et réelle, le motif rassurant d'une association libre et fraternelle à base d'égalité. Comme vous, nous avons foi en notre destin et confiance en l'avenir. Tout à l'heure, Monsieur le Président du Conseil de gouvernement de la Guinée vous exposera dans les grandes lignes notre point de vue sur les problèmes de l'heure. Avant de lui passer la parole, je termine en disant vive la victoire, vive la France. Et le président Sékou Touré vient de se lever. Monsieur le Président du Conseil du gouvernement de la République française, dans la vie des nations et des peuples, il y a des instants qui semblent déterminer une part décisive de leur destin, ou qui, en tout cas, s'inscrivent au registre de l'histoire en lettres capitales, autour desquelles les légendes s'édifient, marquant de manière particulière, au graphique de la difficile évolution humaine, les points culminants, les sommets qui expriment autant de victoires de l'homme sur lui-même, autant de conquêtes de la société sur le milieu naturel qui l'entoure. Monsieur le Président, vous venez en Afrique précédée du double privilège d'appartenir à une légende glorieuse qui magnifie la victoire de la liberté sur l'asservissement et d'être le premier chef du gouvernement de la République française à fouler le sol de la Guinée. Votre présence parmi nous symbolise non seulement la résistance, qui a vu le triomphe de la raison sur la force, la victoire du bien sur le mal, mais elle représente aussi, et je puis même dire surtout, un nouveau stade, une autre période décisive, une nouvelle phase d'évolution. Comment le peuple africain ne serait-il pas sensible à ces augures, lui qui vit quotidiennement dans l'espoir de voir sa dignité reconnue et renforce de plus en plus la volonté d'être égal au meilleur. La valeur de ce peuple, Monsieur le Président, vous la connaissez, sans doute mieux que nous autres, pour en avoir été juge et témoin
aux heures les plus difficiles que la France ait jamais connues. Cette période exceptionnelle, à l'issue de laquelle la liberté devait ressurgir avec un éclat nouveau, une force décuplée, est marquée par l'homme d'Afrique d'une manière toute particulière, puisqu'il a, autour de la dernière guerre mondiale, rallié sans justification apparente la cause de la liberté des peuples et de la dignité humaine. À travers les vicissitudes de l'histoire, chaque peuple s'achemine vers ses propres lumières, agit selon ses caractéristiques particulières et en fonction de ses principales aspirations, sans qu'apparaissent nécessairement les mobiles réels qui le font agir. Notre esprit, rompu cependant à la logique implacable des moyens et des fins, ainsi qu'aux dures disciplines des réalités quotidiennes, est constamment attiré par les grandes nécessités de l'élévation et de l'émancipation humaine. L'épanouissement des valeurs de l'Afrique est freiné moins à cause de ceux qui les ont façonnés qu'à cause des structures économiques et politiques héritées du régime colonial en déséquilibre avec ses propres réalités et ses aspirations d'avenir. C'est pourquoi nous voulons corriger, non par des réformes timides et partielles, mais fondamentalement ces structures, afin que le mouvement de nos sociétés suive la ligne ascendante d'une constante évolution, d'un perpétuel perfectionnement. Le progrès est en effet une création continue, un développement ininterrompu vers le mieux pour le meilleur, étape après étape. Les sociétés et les peuples élargissent et consolident leur droit au bonheur, leur titre de dignité, et développent leur contribution au patrimoine économique et culturel du monde entier. La Guinée n'est pas seulement cette entité géographique que les hasards de l'histoire ont délimitée, suivant les données de sa colonisation par la France. C'est aussi une part vive de l'Afrique, un morceau de ce continent qui palpite, sent, agit et pense à la mesure de son destin singulier. Mais aussi vaste que soit notre aire d'investigation, aussi étendu que soit notre champ d'action, cela est insuffisant à regard de nos propres exigences d'évolution. Pour y répondre, nous devons engager non seulement l'ensemble de nos potentialités propres, mais encore tout ce qui constitue les biens et les connaissances universelles, lesquelles chaque jour se développent et s'accroissent de manière inappréciable. À travers le désordre moral dû au fait colonial et à travers les contradictions profondes qui divisent le monde, nous devons taire les pensées idéales afin de serrer au plus près les possibilités réelles, les moyens efficaces et immédiatement utilisables. Nous devons nous préoccuper des conditions exactes de nos populations afin de leur apporter les éléments d'une indispensable évolution sans laquelle le mieux-être qu'elles prétendent légitimement obtenir ne pourrait être créé. Si nous ne nous employons pas à cette tâche, nous n'aurions aucune raison de vouloir remplir les fonctions dont nous avons la charge. Aucun droit à la confiance de nos populations. C'est parce que nous nous interdisons de confisquer à notre profit la souveraineté des populations guinéennes que nous devons vous dire sans détour, Monsieur le Président du Conseil, les exigences de ces populations pour qu'avec elles soient recherchées les voies les meilleures de leur émancipation totale. Le privilège d'un peuple pauvre est que le risque pour ces entreprises est mince et que les dangers qui l'entourent sont moindres. Le pauvre ne peut prétendre qu'à s'enrichir, et rien n'est plus naturel que de vouloir effacer
toutes les inégalités et toutes les injustices. Ce besoin d'égalité et de justice, nous le portons d'autant plus profondément en nous que nous avons été plus durement soumis à l'injustice et à l'inégalité. L'analyse logique et une connaissance de plus en plus grande de nos valeurs particulières, de nos moyens potentiels, de nos possibilités réelles, nous laisse cependant exempts de tout complexe et de toute crainte. Nous sommes uniquement préoccupés de notre avenir et soucieux du bonheur de notre peuple. Ce bonheur peut revêtir des aspects multiples et des caractéristiques diverses, selon la nature de nos aspirations, de nos désirs, selon notre état propre. Il peut être aussi bien une chose unique qu'un faisceau de 1000 choses, toutes également indispensables à sa réalisation. Nous avons, quant à nous, un premier et indispensable besoin, celui de notre dignité. Or, il n'y a pas de dignité sans liberté. Car tout assujettissement, toute contrainte imposée et subie dégrade celui sur qui elle pèse, lui retire une part de sa qualité d'homme et en fait arbitrairement un être intérieur. Nous préférons la pauvreté dans la liberté à la richesse dans l'esclavage. Ce souci de dignité, cet impérieux besoin de liberté, qui devait susciter aux heures sombres de la France les actes les plus nobles, les sacrifices les plus grands et les beaux traits de courage. La liberté, c'est le privilège de tout homme, le droit naturel de toute société ou de tout peuple, la base sur laquelle les États africains s'associeront à la République française et à d'autres États pour le développement de leurs valeurs et de leurs richesses communes. Monsieur le Président, vous me permettrez de rappeler un passage du discours que j'ai prononcé à l'occasion de la visite récente d'un représentant du gouvernement français, M. Gérard Jacques, ancien ministre de la France d'Outre-mer. Notre option fondamentale, qui à elle seule conditionne les différents choix que nous allons effectuer, réside dans la décolonisation intégrale de l'Afrique, ses hommes, son économie, son organisation administrative. En vue de bâtir une communauté franco-africaine solide, et dont la pluralité sera d'autant plus garantie qu'elle n'aura plus dans son sein de phénomènes d'injustice, de discrimination ou toute cause de dépersonnalisation et d'indignité. En effet, le monde évolue rapidement et les impératifs de la vie moderne posent avec brutalité le problème du choix entre la stagnation et le progrès, entre la division des peuples et leur union fraternelle, entre l'esclavage et la liberté, enfin entre la guerre et la paix. Pour l'Afrique noire d'influence française, ces problèmes doivent être abordés avant tout avec un esprit réaliste, compréhensif. Notre cœur, notre raison, en plus de nos intérêts les plus évidents, nous devons choisir sans hésitation l'interdépendance et la liberté dans cette union, plutôt que de nous définir sans la France et contre la France. Et c'est la raison de cette orientation politique que nos exigences doivent être toutes connues
pour que leur discussion soit facilitée au maximum. D'aucuns, en parlant des rapports franco-africains, situent leur raisonnement dans le domaine économique et social exclusivement. Et concluent totalement, compte tenu du grand retard des pays sous-développés d'Afrique, par l'apologie de l'action coloniale de la France. Ces hommes oublient qu'au-dessus de l'économique et du social, il y a une valeur autrement plus importante qui oriente et détermine le plus souvent l'action des hommes d'Afrique. Cette valeur supérieure réside essentiellement dans la conscience qu'apportent les hommes d'Afrique à la lutte politique, tendant à sauvegarder leur dignité et leur originalité et à libérer totalement leur personnalité. Il est vrai aujourd'hui que les drames douloureux enregistrés dans l'histoire coloniale française, en Indochine et en Afrique du Nord, sont interprétés aussi différemment, selon que l'économique devait avoir la suprématie, ou que le droit à l'indépendance, le respect de la dignité des peuples, devait être considéré comme les bases les plus solides de toute association de peuples différents. Aujourd'hui, en raison de l'évolution de la situation internationale, et surtout du gigantesque progrès du mouvement de décolonisation dans les pays dépendants, nous pouvons affirmer que la force militaire dirigée contre la liberté d'un pays ne peut plus garantir ni le prestige ni les intérêts d'une métropole. Le rayonnement de la France, la garantie et le développement de ses intérêts en Afrique ne saurait désormais résulter que de l'association libre des pays d'outre-mer. L'action économique et culturelle de la France demeure indispensable à l'évolution harmonieuse et rapide des territoires d'outre-mer. C'est en fonction de ces leçons du passé et des impératifs de cette évolution nécessaire, de ce progrès gigantesque irréversible, déjà accompli, de la ferme volonté des peuples d'outre-mer à accéder à la totale dignité nationale, excluant définitivement toutes les séquelles de l'ancien régime colonial, que nous ne cessons, dans le cadre d'une communauté franco-africaine égalitaire et juste, de proclamer la reconnaissance mutuelle et l'exercice effectif du droit à l'indépendance des peuples d'outre-mer. Certains attributs de souveraineté qui seront exercés au niveau de cette communauté devront se résumer en 4 points. Défense nationale, relations diplomatiques et extérieures, monnaie, enseignement supérieur. Un pays qui exclut toute interdépendance dispose de 4 pouvoirs essentiels. La défense nationale, la monnaie, les relations extérieures et la diplomatie, la justice et la législation. Nous acceptons volontairement certains abandons de souveraineté au profit d'un ensemble plus vaste, parce que nous espérons que la confiance placée dans le peuple français et notre participation effective au double échelon législatif et exécutif de cet ensemble sont autant de garanties de sécurité pour nos intérêts moraux et matériels. Nous ne renonçons pas et ne renoncerons jamais à notre droit légitime et naturel à l'indépendance. Car à l'échelon africain, comme à l'échelon franco-africain, nous entendons exercer souverainement ce droit. Nous ne confondons pas non plus la jouissance de ce droit à l'indépendance avec la sécession d'avec la France, à laquelle nous entendons rester liés et collaborer à l'épanouissement de nos richesses communes. Le projet de constitution ne doit pas s'enfermer dans la logique du régime colonial, qui a fait juridiquement de nous des citoyens français.
et de nos territoires partie intégrante de la République française, une et indivisible. Nous sommes africains et nos territoires ne sauraient être une partie de la France. Nous serons citoyens de ces États africains, membres de la communauté franco-africaine. En effet, la République française dans l'association franco-africaine sera un élément, tout comme les États africains seront également des éléments constitutifs de cette grande communauté multinationale composée d'États libres et égaux. Dans cette association avec la France, nous viendrons un peuple libre et fier de leur personnalité et de leur originalité. Un peuple conscient de leur apport au patrimoine commun. Enfin, un peuple souverain, participant par conséquent à la discussion et à la détermination de tous ceux qui, directement ou indirectement, doivent conditionner leur existence. La qualité, ou plutôt la nouvelle nature, des rapports entre la France et ses anciennes colonies devra être déterminée sans paternalisme et sans dupérisme. Nous disons non de manière catégorique à tout aménagement du régime colonial et à tout esprit paternaliste. Nous entendons ainsi sauver dans le temps et dans l'espace les engagements qui seront conclus par la nouvelle communauté franco-africaine. En dehors de tout sentiment de révolte, nous sommes des participants résolus et conscients à une évolution politique en Afrique noire, condition essentielle à la reconversion de tout l'acquis colonial vers et pour les populations africaines. Le nom de notre association nous importe peu. Ce qui nous importe sera le contenu de notre association. La somme des possibilités nouvelles d'évolution qu'elle offrira aux territoires africains actuellement engagés dans le grand mouvement d'émancipation qui exige la disparition totale du phénomène colonial et l'établissement d'une ère de liberté vraie, d'égalité et de fraternité additionnelle. Et de fraternité additionnelle. Monsieur le Président, nous savons que vous vous êtes donné pour mission de sauver l'effort qu'elle suppose seront à la mesure de votre pouvoir, si elle comprend et sait respecter également les besoins de sensibilisation de l'action des peuples associés à la nation française. En effet, les territoires actuels d'Aouest et d'Aïe ne doivent pas être des entités définitives, car elles ne seront pas viables. L'immense majorité des populations intéressées veulent substituer aux actuelles entités Aouest-Togo et Aïe, deux États puissants fraternellement unis à la France. Des considérations humaines et sociales, autant économiques et politiques, plaident en faveur de la constitution de ces États, qui seront dotés de parlements et de gouvernements démocratiques. Ces grandes perspectives qui vont pouvoir accélérer l'histoire de nos pays en leur permettant de transcender les particularismes et les égoïsmes, ou plutôt leurs contradictions internes, demeurent pour notre génération la voie la plus sûre, la plus directe qui aboutit à la paix et au bonheur. Ces mêmes perspectives positives pour les territoires d'outre-mer et pour la grandeur de la France dans le monde exigeront de nous, Africains, Malgaches et Français, des efforts plus grands, à la fois plus nobles et plus exaltants que ne l'aurait exigé la solution destructive d'une séparation. Je rappelle souvent que la vie de l'homme va de 0 à
alors que celle de nos peuples est éternelle. Nous sommes, quant à nous, Africains de Guinée, sûrs que notre courage et notre loyauté, notre communion d'action créatrice de bien et notre amour de la justice et du progrès sauront conduire, à travers le temps, notre future communauté avec toujours plus de puissance dans la prospérité et dans la liberté. Pour résumer la position guinéenne vis-à-vis du projet de constitution qui fera l'objet du référendum du 28 septembre, position que je me réjouis d'avoir perçue dans votre important discours de Brazzaville. Nous affirmons qu'elle ne sera favorable qu'à condition que la Constitution proclame, premièrement, le droit à l'indépendance et à l'égalité juridique des peuples associés. Droit qui équivaut à la liberté pour ces peuples de se doter d'institutions de leur choix et d'exercer dans l'étendue de leur État et au niveau de leur ensemble leur pouvoir d'autodétermination et d'autogestion. Deuxièmement, le droit de divorce dans lequel le mariage franco-africain pourra être considéré dans l'OTAN comme une construction arbitraire imposée aux générations montantes. Troisièmement, la solidarité agissante des peuples et des États associés afin d'accélérer et d'harmoniser leur évolution. Dans l'intérêt bien compris des peuples d'outre-mer et de France, nous osons penser, Monsieur le Président du Conseil, que votre gouvernement saura proposer au référendum un projet de constitution tenant compte non pas des conceptions juridiques basées sur un régime impopulaire, mais seulement des exigences exprimées par des peuples mûrs, tous solidairement et fermement décidés à se construire un destin de liberté, de dignité et de solidarité fraternelle. Pour la communauté multinationale que sera notre association d'États, pour l'unité et l'émancipation de l'Afrique, vive la Guinée, vive la France! Le président Sékou Touré venait de terminer son discours magistral. Un silence de mort planait dans l'attente de la réponse du général de Gaulle, du général qui, visiblement gêné et surpris, se levait calmement pour soulever les applaudissements de revanche d'une bonne partie de la salle composée d'administrateurs des colonies en tenue de gala, d'officiers supérieurs couverts de médailles et de barrettes, de commerçants et de colons blancs de toutes les catégories de la colonisation. Dire à quel point j'ai été touché, car il faut que je le dise en public, des sentiments dont la population de Conakry m'a offert tout à l'heure le magnifique témoignage. Je dois dire que dans l'expression de ces sentiments, j'apercevais, je distinguais beaucoup d'attachement à la France et aucun reproche à son égard. Il n'y a pas de raison, en effet, et je ne serais pas là si je n'en étais pas convaincu, il n'y a pas de raison, en effet, pour que la France rougisse en rien de l'œuvre qu'elle a accomplie ici avec les Africains. Nous voyons à chaque pas quand nous prenons pied sur cette terre de Guinée quelles sont les réalisations que l'œuvre commune a déjà accomplies. Et quand nous entendons les présidents de l'Assemblée et du Conseil de gouvernement de la Guinée, nous croyons bien apercevoir aussi ce que la culture, l'influence, les doctrines, la passion française a pu faire pour contribuer à révéler la qualité d'homme qui en avait naturellement. Ceci dit, j'ai écouté, bien entendu, avec la plus grande attention, les paroles qui ont été prononcées ici et qui me paraissent demander que le général de Gaulle,
le chef de la France, fasse ici, dise ici ce qu'il faut pour bien préciser les choses qui doivent être précisées. Nous croyons, je crois, depuis des années, et je l'ai prouvé quand il fallait, que les peuples africains étaient appelés à leur libre détermination. Je crois aujourd'hui que ce n'est là qu'une étape, qu'ils continueront leur évolution, et ce n'est pas moi, ce n'est pas la France qui le contestera jamais. Je crois aussi que nous sommes sur une terre et dans un monde où les réalisations sont nécessaires si l'on veut que les plus nobles sentiments aient un avenir quelconque. Nous sommes sur une terre et dans un monde où les réalités dominent comme elles l'ont toujours fait. Il n'y a pas de politique qui ne prenne pour base à la fois les sentiments et les réalités. La France le sait. L'Afrique est nouvelle. Eh bien, la France aussi. La France est toujours nouvelle. Elle vient de le prouver hier, et moi je suis là pour le dire. La question entre nous, Africains et métropolitains, elle est uniquement de savoir si nous voulons les uns et les autres pratiquer ensemble pour une durée que je ne détermine pas, une communauté qui permettra de développer ce qui doit l'être au point de vue économique, social, moral, culturel, et s'il le fallait, défendre nos libertés communes contre ceux qui voudraient les attaquer. Cette communauté, la France la propose. Personne n'est tenu d'y adhérer. On a parlé d'indépendance. Je dis ici plus haut encore qu'ailleurs que l'indépendance est à la disposition de la Guinée. Elle peut la prendre le 28 septembre en disant non à la proposition qui lui est faite. Et dans ce cas, je garantis que la métropole n'y fera pas obstacle. Elle en tirera bien sûr les conséquences. Mais d'obstacle, elle n'en fera pas. Et votre territoire pourra, comme il le voudra, dans les conditions qu'il voudra, suivre la route qu'il voudra. Si la Guinée répond oui, c'est que librement, d'elle-même, spontanément, elle accepte la communauté qui lui est proposée. Et si la France, de son côté, oui, car il faut aussi qu'elle le dise, alors les territoires d'Afrique et la métropole pourront faire ensemble cette œuvre nouvelle qui sera faite par l'effort des uns et des autres pour le profit des hommes qui les habitent. Dans cette œuvre-là, la France ne se refusera pas. J'en suis sûr d'avance. À la condition, bien entendu, qu'elle trouve ailleurs cette sympathie, cet appel qui sont nécessaires à un peuple quand il a à fournir des efforts, je dirais même des sacrifices, en particulier quand ce peuple est la France, c'est-à-dire un pays qui répond volontiers à l'amitié et au sentiment, et qui répond dans un sens opposé à la malveillance qui pourrait lui être opposée. Cette France-là, j'en suis sûr, participera à la communauté avec les moyens qu'elle a et malgré les charges qu'elle porte. Et ces charges sont lourdes, tout le monde le sait. Elles sont lourdes dans la métropole même à cause des grandes destructions qu'en 2 guerres mondiales la métropole a subies pour le salut de la liberté du monde.
et en particulier pour le salut de la liberté des Africains. Et puis, elle a des charges en Europe, car l'Europe, elle veut la faire. Elle veut la faire dans l'intérêt de ceux qui y vivent, et aussi, je crois, dans l'intérêt du continent sur lequel je me trouve aujourd'hui. La France a des charges au point de vue mondial. Elle en a en Afrique du Nord. Il lui faut mettre en valeur un territoire difficile, malheureux, qui doit être établi dans l'égalité des droits et dans la prospérité, lui aussi, à son tour. Elle doit mettre en valeur, pour le bien commun, les richesses que contient le Sahara. Toutes ces charges sont considérables. Et néanmoins, je crois que de son côté, la métropole dira oui à la communauté franco-africaine, aux conditions que j'ai indiquées tout à l'heure. Si nous le faisons ensemble, les Africains et les métropolitains, ce sera un acte de foi dans une destinée commune et humaine. Et ce sera aussi, je crois bien, la seule manière d'établir une collaboration pratique pour le bien des hommes dont nous avons la responsabilité. Je crois que la réponse sera oui. Je crois que la Guinée dira oui à la France. Et alors, je crois que la route nous sera ouverte, où nous pourrons marcher en commun. La route ne sera pas facile. Il y a beaucoup d'obstacles sur le chemin des hommes d'aujourd'hui. Et les paroles n'y changent rien. Ces obstacles, il faut les franchir. Il faut franchir l'obstacle de la misère. Vous avez parlé de l'obstacle de l'indignité. Oui, il est franchi déjà. En grande partie, il faut finir de le franchir. Dignité à tous les points de vue, notamment au point de vue international. Il y a d'autres obstacles encore qui tiennent à notre propre nature humaine, à nos passions, à nos préjugés, à nos exagérations. Ces obstacles-là aussi, je crois que nous saurons les surmonter. C'est dans cet esprit-là que je suis venu vous parler à cette assemblée, et je l'ai fait en confiance. Je l'ai fait en confiance parce qu'en définitive, je crois à l'avenir du genre humain et qu'il est nécessaire pour cet avenir que des ensembles d'hommes libres se forment, qui soient capables de tirer du sol et de la nature humaine ce qu'il faut pour que les hommes soient meilleurs et plus heureux. Et puis, je crois qu'il faut le faire pour donner l'exemple au monde. Car si nous venions à nous disperser, tout ce qu'il y a dans le monde d'impérialisme marcherait sur nous. Bien sûr, il aurait des idéologies comme paravent, comme étendard pour le précéder. Ce ne serait pas la première fois dans l'histoire du monde que les intérêts ethniques et nationaux marcheraient derrière des pancartes. Il faut donc que nous nous tenions ensemble. Pour cela aussi, c'est notre devoir humain. J'ai dit, vous réfléchirez, j'emporte de ma visite à Conakry l'impression d'un sentiment populaire qui est tout entier, tourné du côté que je souhaite. Je forme le vœu que les élites de ce pays prennent la direction que j'indique et dont je crois qu'il répond à l'intention profonde de nos masses. Et ceci dit, je m'interromps en attendant peut-être, s'il ne se produit jamais, une occasion suprême de venir vous voir dans quelques mois, quand les choses seront établies et que nous manifesterons ensemble publiquement
l'établissement, la fondation de notre communauté. Et si je ne devais pas vous revoir, sachez que le souvenir que je garde de mon séjour dans cette grande, belle, noble ville laborieuse, ville d'avenir, ce souvenir, je ne le perdrai pas. Vive la Guinée, vive la République, vive la France! Le lendemain matin, 26 août 1958, le général de Gaulle et sa suite reprenaient la route de l'aéroport. La même atmosphère d'enthousiasme lui était réservée par la population de Conakry. Une heure après son départ de Conakry, salué par le président Sékou Touré et les membres du gouvernement, une réunion de tous les cadres politiques, syndicaux, administratifs se tenait dans la salle de l'Assemblée territoriale. Prenant leurs responsabilités devant l'histoire et devant les hommes, les guides du peuple se décidaient à repousser la constitution rétrograde proposée par le gouvernement français et préconiser la voie immédiate de l'indépendance. Vive l'ORDA! Vive l'ORDA! Camarades, courage et confiance dans notre avenir. La journée de la décision. Une émission spéciale de la Voix de la Révolution consacrée au 25 août 1958. Prise de son Baïnyaï. Réalisation Bamboun Kaba. Présentation Odilon Théa.